Jay Mills sourit en voyant tout le monde se reposer aveuglément sur le chasseur Sang. Il pense que même si tout le monde comptait sur Jin-Woo, ils ne vacilleront pas. Pendant ce temps, les Canadiens manifestent en protestation alors que la porte se brise, criant qu'ils gagneront peu importe quelle bête démoniaque en sortiront. Prêts à combattre, les chasseurs sont perplexes en voyant que le trou dans la porte semble vide. Ils s'attendaient à ce que des créatures démoniaques en surgissent immédiatement. Le chasseur Sung bluffait, demande-t-il. Cependant, une seule entité apparaît, flottant bien au-dessus de l'armée. Cela déconcerte Jay Mills, qui ne parvient pas à déterminer si cette créature, à l'apparence soignée, est humaine ou non. Le monarque lui demande s'il est le roi de cet endroit, et Jay réalise alors que ce n'est pas une simple bête démoniaque. Un intellectuel intervient, expliquant que ce n'est pas surprenant, car les bêtes démoniaques sont capables de fabriquer leur propre équipement. Elles utilisent l'alphabet runique et vivent dans une société strictement hiérarchisée. En d'autres termes, elles possèdent un niveau d'intelligence similaire à celui des humains et ils n'ont tout simplement jamais cherché à communiquer avec eux jusqu'à présent. Il ajoute qu'il ne serait pas étonné que ces créatures aient appris la langue humaine pour tenter d'échanger avec eux. Jay se dit qu'il l'avait toujours su. Il comprend que la raison pour laquelle le chasseur Sung a pu faire des soldats du premier portail ses alliés est qu'il était capable de communiquer avec eux de cette manière. Il en déduit qu'ils demandent qui est le roi et qu'ils obéissent à ce dernier. Que se passerait-il si je te disais oui, demande-t-il. Mais le monarque semble indifférent, réalisant que le véritable roi n'est pas ici. Pendant ce temps, en Chine, Jin demande s'il existe un moyen de savoir ce qui se passe au Canada. Un agent lui demande de patienter un instant, puis Jin se souvient qu'Adam White pourrait avoir des informations. Il décroche son téléphone et demande à Adam ce qu'il sait sur l'immense portail, mais il est interrompu par des cris. Adam lui apprend qu'il se trouve près du portail canadien avec d'autres agents. Jin lui demande pourquoi il est là, et Adam répond qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire face à la situation au Canada. De nombreux agents, lui y compris, ont été envoyés sur place. Jin comprend qu'ils n'ont toujours pas saisi l'ampleur de l'armée ennemie et demande si la situation a évolué. Adam répond que non, précisant que la porte semble aussi vide que les autres. L'endroit est étrangement silencieux. Jin soupire de soulagement quand soudain, attendez, quelque chose sort du portail. Un humain ? Un humain est en train de sortir du portail. Jin ordonne immédiatement à Adam de fuir aussi vite que possible, alors qu'Adam observe les chasseurs. Les plus puissants d'entre eux se volatilisent instantanément, réduits en cendres. Jin insiste, Adam a encore le temps, il doit fuir tant qu'il le peut. Mais Adam assiste, impuissant, à l'apparition d'une nuée infinie de dragons et de bêtes venues du ciel. Toutes sortes de créatures démoniaques se sont rassemblées en un même lieu. Jin comprend que la situation est critique, mais sait qu'il peut au moins sauver Adam grâce à l'ombre qu'il avait placée en lui. Soudain, un orc attrape Adam par le bras et lui annonce qu'ils vont se téléporter immédiatement. Mais avant qu'il ne disparaisse, Adam entend le monarque lui demander « Où crois-tu aller ?» Crachant du feu, le monarque ouvre la bouche et souffle une explosion ardente sur l'orc et Adam. Lorsque l'attaque touche l'ombre, la connexion de Jin-Woo est brutalement coupée. Il réalise qu'il aurait dû s'y attendre. Ses ennemis savent qu'ils affrontent son armée d'ombre qui ne cesse de se renforcer à mesure que le combat se prolonge. Leur stratégie est claire. Éviter de multiplier les batailles et concentrer toutes leurs forces en un seul endroit. Ils ont ouvert 8 portails comme s'ils suivaient leur plan initial, mais au final, ils ont envoyé toute leur armée vers la porte la plus éloignée de lui, une erreur catastrophique de sa part. Même s'il se déplaçait immédiatement, il se retrouverait plongé dans une guerre totale. Son plan pour gagner du temps est désormais réduit à néant. Le monarque dit que les battements de cœur des vivants, leurs cris déchirants et le bruit de la destruction résonnent à ses oreilles comme de la musique. Le monarque déclare que les préparatifs sont terminés. Il donne l'ordre de tout anéantir car telle est la seule raison de leur existence. L'effondrement du Canada est diffusé en direct à la télévision. Assis à son bureau, David Brennan murmure que tout le monde a sûrement péri. Les chasseurs, les agents et les journalistes sur place anéantis. Devant eux, des centaines de dragons et une marée infinie de géants, de bêtes et d'insectes. Cette catastrophe est hors de portée des humains. David affirme que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'atteignent les États-Unis. Il comprend désormais pourquoi le chasseur Sung avait conseillé à tout le monde de s'éloigner des portails autant que possible. Soudain, une ombre se forme devant lui. Se redressant, Jin-Woo lui fait savoir qu'il lui rend une visite imprévue, car il cherche quelque chose, des pierres runiques. Il demande à David de lui remettre celles laissées par Kamish. David, défiant, réplique que, comme Jin le sait, les pierres runiques de Kamish sont sous la gestion du bureau des chasseurs. Mais il s'interrompt brusquement, se demandant pourquoi il dit cela, et pourquoi le bureau des chasseurs aurait encore la moindre importance.
Ces pierres ne signifient plus rien si l'ensemble des États-Unis est sur le point d'être anéanti, sans parler du bureau lui-même. David cède et dit qu'il peut lui remettre les pierres, mais il demande pourquoi Jean en a besoin. Jean répond qu'il va les utiliser pour lancer une contre-attaque. David l'interroge. Si Jean affirme que les êtres appelés dirigeants ont envoyé ces créatures démoniaques, alors que sont réellement les pierres runiques que l'on trouve dans les corps des monstres? Jean explique que ces pierres sont des cadeaux des dirigeants destinés à aider les humains à chasser plus efficacement les bêtes démoniaques. Ce que les dirigeants veulent, c'est provoquer des combats intenses entre les humains et les créatures, afin que le mana s'enracine dans ce monde. Le sacrifice des humains n'est qu'un effet secondaire, pas leur véritable objectif. Lorsqu'une bête démoniaque meurt, ses capacités sont scellées dans ces pierres runiques. Ce sont les dirigeants qui les ont créées pour aider les humains à combattre. David demande alors si Jean peut vraiment les arrêter avec ça. Jean répond qu'il devra essayer et lui demande s'il peut demander une faveur supplémentaire. Dans un manoir, Norma Selner déclare qu'elle n'aurait jamais cru que quelqu'un viendrait la chercher en ces temps troublés. Elle ajoute que la personne assise en face d'elle n'est plus celle qu'elle connaissait autrefois. Avant, l'obscurité existait au plus profond de Jean. Mais maintenant, il est devenu l'obscurité elle-même. Jean rétorque qu'il est toujours le même, mais qu'il a simplement fusionné avec l'obscurité qu'elle avait perçue à l'époque. Il lui demande si elle peut voir l'avenir. Dans ce cas, pourrait-elle jeter un œil à son futur? Prenant un instant pour réfléchir, elle lui prend la main avec compréhension. Les yeux fermés, sous la lumière d'un chandelier, elle commence à pleurer en tenant la main de Jean, réalisant qu'il compte tout affronter seul. Elle se demande comment un simple humain peut porter un fardeau aussi immense et lui demande s'il compte protéger tout le monde en se sacrifiant lui-même. Jean répond avec reconnaissance car cela signifie qu'il peut au moins atteindre son objectif. Norma conteste son choix de mots, soulignant que personne ne se souviendra de lui. Ce sera un combat solitaire. L'ombre de Jean disparaît lentement alors qu'il s'excuse pour cette visite soudaine et sa demande. Au sommet d'une tour radio, Jean contemple le coucher du soleil. Il sort son téléphone, compose un numéro et salue son interlocutrice. Elle demande s'il s'agit bien de Jin Woo et il confirme, s'excusant d'avoir été occupé ces derniers temps. La chasseuse Cha répond que ce n'est pas grave car elle aussi a été très occupée. Jin acquiesce, expliquant qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps à cause de leurs emplois du temps chargés. Il lui dit qu'ils se reverront bientôt, ce à quoi Cha acquiesce. L'appelant par son nom, elle lui demande s'il peut lui promettre de venir la voir. Jin lui fait cette promesse. Cha serre son téléphone contre sa poitrine avant que le soldat ultime ne l'informe qu'ils doivent partir. Baek Yoon-ho, Ma Dong-wook et Lim Tae-gyu se tiennent aux côtés de Liu Jigang, la guilde Drosword, la guilde Richter, la guilde des charognards, l'alliance des chasseurs européens, de l'union temporaire des chasseurs africains et de l'alliance chinoise de réponse d'urgence. Des centaines de milliers de chasseurs sont en route pour la bataille. Debout parmi les corps, le monarque annonce sa position. Levant les yeux, il relâche une pulsation d'aura qui balaie l'hémisphère occidental, traversant le globe jusqu'à la Corée du Sud et atteignant Jinwoo. Il déclare qu'il a déjà pris la vie de dizaines de millions de ses semblables et demande combien de temps encore Jin compte se cacher. Le monarque des ombres répond qu'il viendra bientôt à sa rencontre. Debout au sommet d'un immeuble, le monarque se demande pourquoi Jin reste aussi silencieux. Eh bien, il est face à une armée de 10 millions d'ennemis, alors foncer dans le tas tête baissée serait du suicide. Il est possible qu'ils aient fui dans les tréfonds des abysses. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, il prend un missile en pleine face, de nouveaux missiles pleuvent, provoquant une vague d'explosions. Les pilotes de chasse confirment leur frappe, mais ne peuvent pas confirmer visuellement si la cible est abattue. Mais le pilote pense que ça a marché cette fois. Soudain, une immense explosion éclate et un œil de dragon apparaît, brillant au-dessus des pilotes. Tous foncent vers le gigantesque monarque dragon qui déclare « Vous êtes d'un ennui » avant d'ouvrir la bouche et de les réduire en cendres. Pendant ce temps, dans le château de Jinwoo, ce dernier est assis sur son trône, levant les yeux vers les mots « Mon roi ». Sachant que ces mots ont été écrits par Beru, il le remercie. Beru apparaît en l'appelant « Mon roi », et Bélion fait de même, lui disant que c'est trop dangereux. Ygritte acquiesce, et Jin comprend qu'il s'inquiète pour sa sécurité. Il déclare « Parfois, je ne peux laisser le danger m'empêcher de faire ce qui doit être fait. Ashborn, voilà ce que mon prédécesseur aimait chez moi. Si Ashborn était dans la même situation que lui, qu'aurait-il fait? Il pense qu'il n'aurait rien laissé l'empêcher d'effectuer sa mission. Bélion essaye de dire quelque chose, et Jin sourit, choquant le maréchal, qui pense qu'il ressemble à Ashborn. Bélion sourit, baisse légèrement la tête, avant que les trois ne posent leurs poings au sol, jurant de l'accompagner jusqu'à la fin. Les remerciant, Jin commence à marcher dans les couloirs
et consulte son téléphone. Bélion lui demande s'il ne devrait pas contacter sa famille, mais Jin refuse, disant que s'il entendait leur voix, les souvenirs affluent, et Jin écrase son téléphone, ne pensant pas pouvoir avancer autrement. Il déclare « En avant ». Au Canada, un dragon pourchasse un avion de chasse dans le ciel. Le pilote s'éjecte juste avant que le dragon ne l'attrape. Tandis que l'avion s'écrase, le pilote descend en parachute. Atterrissant sur un terrain stable, il jette un coup d'œil au coin d'un bâtiment et aperçoit un pied suspendu, puis plusieurs bêtes démoniaques rôdant aux alentours. Observant prudemment, il sent quelque chose lui goûter sur l'épaule. En levant les yeux, il découvre un insecte démoniaque qui s'écrase soudainement au sol tandis qu'il esquive de justesse. Apercevant un fusil à proximité, il le ramasse rapidement et ouvre le feu sur la créature qui fonce vers lui, mais alors que son arme s'enraye, il réalise la situation désespérée dans laquelle il se trouve. Acceptant son sort, il ferme les yeux. Cependant, lorsqu'il les rouvre, il découvre que la bête a été tranchée en deux. En levant les yeux, il aperçoit Song Jin-woo qui lui ordonne de fuir immédiatement. Les créatures démoniaques se jettent toutes sur Jin-woo sous le regard stupéfait du pilote. Mais Jin ne bouge pas et utilise l'autorité du souverain, concentrant son pouvoir pour anéantir les créatures en un éclair, les découpant et les démembrement avec une précision chirurgicale. C'est la première étape de la guerre. Commençons avec ces gars-là, déclare-t-il avant d'ajouter « Levez-vous ». Les créatures se relèvent et cet arc continue. Informant ses alliés, le roi des dragons dit que le monarque des ombres est apparu du côté est. Yogumunt demande s'ils doivent rassembler toutes leurs forces et l'attaquer immédiatement, tandis qu'un autre monarque remarque qu'il ne ressent pas l'armée des ombres. Cela signifie qu'il doit essayer de couvrir plus de terrain en disséminant ses forces. Le monarque des dragons se demande s'il prévoit d'éliminer toutes les troupes présentes pour les ajouter à son armée. Il semble vouloir éviter un affrontement direct et gagner du temps. Monarque des ombres, à quoi joues-tu exactement? Un présentateur rapporte que les chasseurs perdent le contact avec ceux qui tentent d'arrêter les monstres. L'armée américaine est intervenue pour évacuer les civils et gagner du temps. Le président écoute, songeant à la tragédie qui frappe le monde entier. Après le Canada, même les États-Unis, la plus grande puissance militaire du monde, se retrouvent sans défense face à la destruction. Pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est espérer un miracle. Mais quel miracle pourrait arrêter ces créatures? Un miracle, murmure-t-il. Mon Dieu, pitié, ne nous abandonnez pas. Quand c'est chaud, on devient tous croyants. De retour sur le champ de bataille, des dizaines de milliers de nouveaux guerriers de l'ombre rejoignent l'armée des ombres, déferlant comme un tsunami dévastateur. Les ombres submergent peu à peu le champ de bataille. Le sang et les membres volent alors que Jin tranche les créatures démoniaques avec une attaque en tornade. Il s'arrête net, mais un coup de massue d'un géant détruit plusieurs bâtiments. Jin fonce vers le géant et lui tranche proprement la cheville avec une précision spectaculaire. L'armée des ombres créée au Canada se jette sur le colosse et l'écrase sous son ombre. Tandis qu'un chien d'ombre mord son cou, Jin lève les yeux vers un ciel envahi par des dragons. Il se demande si l'armée de la destruction est enfin passée à l'action. Pourtant, il ne ressent pas la présence du monarque des dragons. Cela signifie qu'il n'a pas encore décidé d'intervenir. Mais il n'y a pas de quoi être déçu. Il reste encore beaucoup de temps. S'il hésite à se montrer, il va lui donner une bonne raison de le faire. Levez-vous, le bras du géant mort se redresse brusquement et attrape un dragon en plein vol. Un souffle enflammé jaillit soudainement et traverse les ombres. Tandis qu'un dragon s'indigne, tu oses t'opposer au grand roi dragon avec de simples pantins de mana. En tant que serviteur du roi dragon, je vais t'anéantir. Mais Jin se moque de la créature ailée. Tu parles beaucoup trop, dit-il avant de bondir de son destrier céleste et de trancher d'un coup net la gorge du dragon. Le monarque des dragons observe Jin et comprend qu'il devient de plus en plus puissant à chaque instant. Il ordonne alors à ses troupes d'attaquer immédiatement. Cependant, il demande au monarque de la transfiguration Yogumunt de rester en retrait pour préparer une attaque surprise contre l'armée des ombres. Je ne le laisserai pas s'échapper, dit-il, et la bataille continue. Informant ses alliés, le roi des dragons dit que le monarque des ombres est apparu du côté est. Yogumunt demande s'ils doivent rassembler toutes leurs forces et l'attaquer immédiatement, tandis qu'un autre monarque remarque qu'il ne ressent pas l'armée des ombres. Cela signifie qu'il doit essayer de couvrir plus de terrain en disséminant ses forces. Le monarque des dragons se demande s'il prévoit d'éliminer toutes les troupes présentes pour les ajouter à son armée. Il semble vouloir éviter un affrontement direct et gagner du temps. Monarque des ombres, à quoi joues-tu exactement? Un présentateur rapporte que les chasseurs perdent le contact avec ceux qui tentent d'arrêter les monstres. L'armée américaine est intervenue pour évacuer les civils et gagner du temps. Le président écoute, songeant à la tragédie qui frappe le monde entier.
Après le Canada, même les États-Unis, la plus grande puissance militaire du monde, se retrouvent sans défense face à la destruction. Pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est espérer un miracle. Mais quel miracle pourrait arrêter ces créatures? Un miracle, murmure-t-il. Mon Dieu, pitié, ne nous abandonnez pas. Quand c'est chaud, on devient tous croyants. De retour sur le champ de bataille, des dizaines de milliers de nouveaux guerriers de l'ombre rejoignent l'armée des ombres, déferlant comme un tsunami dévastateur. Les ombres submergent peu à peu le champ de bataille. Le sang et les membres volent alors que Jin tranche les créatures démoniaques avec une attaque en tornade. Il s'arrête net, mais un coup de massue d'un géant détruit plusieurs bâtiments. Jin fonce vers le géant et lui tranche proprement la cheville avec une précision spectaculaire. L'armée des ombres créée au Canada se jette sur le colosse et l'écrase sous son ombre. Tandis qu'un chien d'ombre mord son cou, Jin lève les yeux vers un ciel envahi par des dragons. Il se demande si l'armée de la destruction est enfin passée à l'action. Pourtant, il ne ressent pas la présence du monarque des dragons. Cela signifie qu'il n'a pas encore décidé d'intervenir. Mais il n'y a pas de quoi être déçu. Il reste encore beaucoup de temps. S'il hésite à se montrer, il va lui donner une bonne raison de le faire. Levez-vous, le bras du géant mort se redresse brusquement et attrape un dragon en plein vol. Un souffle enflammé jaillit soudainement et traverse les ombres. Tandis qu'un dragon s'indigne, tu oses t'opposer au grand roi dragon avec de simples pantins de mana. En tant que serviteur du roi dragon, je vais t'anéantir. Mais Jin se moque de la créature ailée. Tu parles beaucoup trop, dit-il, avant de bondir de son destrier céleste et de trancher d'un coup net la gorge du dragon. Le monarque des dragons observe Jin et comprend qu'il devient de plus en plus puissant à chaque instant. Il ordonne alors à ses troupes d'attaquer immédiatement. Cependant, il demande au monarque de la transfiguration Yogumunt de rester en retrait pour préparer une attaque surprise contre l'armée des ombres. « Je ne le laisserai pas s'échapper, dit-il, et la bataille continue. » Face à face, Antares se demande pourquoi il n'arrive pas à contacter le monarque au corps d'acier et s'il l'a trahi ou si cela est l'un des tours de Jinwoo. Il crache une colonne de feu qui ravage tout un quartier, laissant derrière lui une dévastation absolue. Se ressaisissant, Antares lève les yeux et aperçoit Jinwoo flottant dans le ciel prononçant « Levez-vous ». Des créatures démoniaques et des dragons jaillissent de l'ombre de Jinwoo, tandis qu'Antares, impassible, se prépare au combat. Liu Jigang neutralise un géant et affirme que ces créatures ne posent pas de problème tant qu'ils ne combattent pas en mer. La puissance magique qui imprègne le sol tremble. Partout, des dizaines de milliers de chasseurs affrontent un flot ininterrompu de créatures magiques, et il peut ressentir cette magie transpercer tout son corps, même à cette distance. Ils s'y sont finalement mis, eux aussi, se demande-t-il. Antares accumule de l'énergie avant de trancher violemment l'air, dévastant les environs. Se tenant au milieu des flammes, il demande « C'est bon à rien de soldats. Sont tout ce que tu as. Tu as envoyé le plus gros de tes troupes s'occuper du monarque au corps d'acier et tu n'as gardé que ces soldats de pacotille. » Il remarque alors un portail ainsi que Jinwoo qui s'élance à travers. « Et maintenant, tu t'enfuis ? Je ne te laisserai pas m'échapper, peu importe le coup. » Fonçant à sa suite, Antares se retrouve soudain encerclé par toute l'armée des ombres. Il réalise alors que Jinwoo a déjà absorbé les troupes au corps d'acier. À la périphérie de son regard, il aperçoit Bélion et Beru qui ont même réussi à abattre le monarque au corps d'acier. Antares comprend la stratégie de Jinwoo, il a vaincu les troupes au corps d'acier avant de s'attaquer à lui. Applaudissant son intelligence, il qualifie néanmoins le monarque des ombres d'absurde. Pendant ce temps, Yogumunt flotte devant une multitude de portails. Il dit que Jin pensait qu'il serait son seul adversaire, mais il se trompe. Ces portails ont été préparés par le monarque de la transfiguration qui peut invoquer un nombre illimité de troupes. Il vient de commettre une erreur fatale qui causera sa perte. C'est la défaite de Jinwoo, dit-il. Mais contre toute attente, un sourire apparaît sur son visage. Il annule soudainement toutes ses invocations. Antares, intrigué, se demande pourquoi il agit ainsi. Ne me dis pas que tu as déjà abandonné. Après tout, face à la différence de niveau entre nous, ton abandon n'est pas si étrange que ça. Mais Jinwoo ferme les yeux pour concentrer son énergie, il les rouvre avec un regard empreint de transformation. Son visage arbore soudainement les traits d'un dragon, stupéfiant Antares qui dit « C'est impossible, enfoiré ». Contenue dans la pierre runique de Kamish se trouve une compétence cauchemardesque pour la race des dragons. Un rugissement venant de l'âme de l'utilisateur, incapacitant ceux qui l'entendent et les plonge dans le désespoir, sans faire de distinction entre alliés et ennemis. Jin ouvre grand la bouche et hurle, utilisant la compétence peur draconique. Une onde de choc déchire le champ de bataille, stupéfiant dragons et monarques. Antares comprend que les dragons soient immobilisés,
mais est surpris que même Yogumund soit incapable de bouger. « Suis-moi » ordonne Jin en agrippant le monarque des dragons. Antares réalise alors que tout avait été orchestré pour cet instant précis, alors que des ombres l'engloutissent complètement. Sur l'île du château de Jin, les deux surgissent d'une bulle d'ombre. Jin explique que cet endroit est à l'opposé du monde par rapport à son armée. Antares réfléchit. Une guerre totale aurait été plus avantageuse pour Jin s'il avait utilisé toutes ses troupes, mais cela aurait aussi consommé son pouvoir magique bien plus vite. Il admet que le plan de l'amener ici, seul, était une stratégie magnifique. « C'est ton château » demande-t-il. Jin acquiesce avec un air gêné. Vu qu'il appartient au monarque des ombres, il n'est pas si impressionnant, commente Antares. Mais Jin sourit et répond qu'il trouve cet endroit parfait pour commémorer la mort d'Antares. Le monarque dragon réplique que ce combat se jouera sur une seule question. Pourra-t-il tenir jusqu'à ce que ses troupes le retrouvent? Se faisant face, Antares se transforme en dragon gigantesque tandis que Jin invoque son armée d'ombre.